j'ai pris beaucoup de plaisir à organiser avec les 3 collègues des 3 autres académies cette séance d'aujourd'hui, au nom donc de l'Académie d'agriculture. Et cet exposé sera simplement un exposé introductif, hein, donc très général au plan scientifique, et qui permettra ensuite, j'espère, d'introduire les commentaires et surtout les exposés beaucoup plus fouillés que feront nos orateurs. Donc en fait, toutes les hormones agissent via des récepteurs, et les hormones agissent soit sur des récepteurs membranaires, si ces hormones ne rentrent pas dans la cellule, c'est-à-dire soit si elles sont grosses ou très hydrophiles, et agissent donc sur des récepteurs membranaires, tandis que d'autres vont agir sur des récepteurs nucléaires, des hormones plus petites et plus hydrophobes, et qui vont agir sur un très grand nombre de récepteurs nucléaires, que vous voyez ici. Donc c'est pas le bon bouton. Bon, je vais pas. Donc les récepteurs. Voilà. Oui. Non. Oui, je peux utiliser les. Non, ouais, voilà, le pointeur c'est en haut. C'est juste là, en fait. Ah, d'accord, c'est pour ça. Merci. Voilà. Donc, en fait, la très, très grande majorité des perturbateurs endocriniens viennent affecter non pas les récepteurs membranaires, mais les récepteurs nucléaires. Donc, je pense que on a quelques cas où ça a été évoqué, mais je pense que la grande majorité des cas dont nous allons entendre parler aujourd'hui seront à propos des récepteurs nucléaires. Alors, ces récepteurs nucléaires agissent par interaction avec un récepteur qui se trouve être aussi un facteur de transcription et va permettre donc la transcription spécifique de gènes par les cellules cibles de ces hormones. Alors, les perturbateurs endocriniens vont donc agir en venant interférer avec cette action hormonale, donc l'hormone ici indiquée en rouge, le récepteur ici, et qui stimule donc, dans le cas des récepteurs nucléaires, l'activité transcriptionnelle des récepteurs. Un perturbateur endocrinien, ressemblant plus ou moins à l'hormone d'origine, va venir interagir ici et soit stimuler également le récepteur, soit venir inhiber cette action. Dans d'autres cas, les hormones vont venir se fixer sur le récepteur, mais ce n'est plus l'interaction avec le récepteur lui-même qui va être en cause, mais des perturbateurs qui vont pouvoir venir soit stimuler, soit inhiber la biosynthèse des hormones et donc augmenter ou diminuer la concentration de l'hormone endogène. Bien évidemment, de manière symétrique, on peut penser, et il existe également des cas où c'est la dégradation de l'hormone qui va être affectée, et l'augmentation ou la dégradation de l'hormone va induire des changements dans la concentration de l'hormone endogène. Et enfin, un quatrième cas un peu plus complexe, les hormones, donc les petites hormones hydrophobes, ne circulent pas dans le sang ou l'hémolymphe ou dans la circulation libre, mais essentiellement associées à des protéines de transport. Et à peu près à 95%, elles sont associées à ces protéines de transport et seulement les 5% libres sont capables de se lier au récepteur. Et bien évidemment, il peut y avoir des interactions entre perturbateurs endocriniens et l'hormone elle-même sur ces protéines de transport, ou bien des perturbateurs endocriniens peuvent venir stimuler ou inhiber la production de ces protéines de transport par le foie. Donc on voit qu'on a une grande variété de mécanismes. Le mécanisme essentiel est souvent pris en compte étant celui de l'interaction directe avec les récepteurs, mais néanmoins, les 3 autres mécanismes, et peut-être d'autres, doivent être pris en compte également. Alors, d'où viennent les perturbateurs endocriniens? On l'a déjà évoqué, on le sait. Certains sont naturels, je les ai mis à part. Donc les phytoestrogènes, par exemple. Donc dans le cas de l'agriculture, c'est important. Vous avez un certain nombre de plantes qui ont des phytoestrogènes et qui peuvent affecter les herbivores qui les consomment. Mais la plupart, évidemment, viennent de l'industrie, soit qu'elles soient pharmaceutiques, cosmétiques, des plastiques, des pesticides, donc insecticides, fongicides, etc., et d'un certain nombre d'autres produits de l'industrie. Bien évidemment, je ne vais pas détailler tous ces cas et je vais me concentrer sur les perturbateurs endocriniens d'origine agricole et qui sont essentiellement, évidemment, les pesticides. Ces pesticides sont de plusieurs catégories, donc j'ai évoqué bactéricides, fongicides, etc. Donc on peut appeler
On peut en ajouter d'autres, les arachnicides, etc. Donc qui vont être toxiques pour ces différents êtres vivants. Alors en fait, le mode d'action des pesticides sont de différents ordres. Pour les insecticides, alors là c'est un fort résumé, c'est le moins qu'on puisse dire, vont contrôler donc le développement des insectes en interférant sur leur système nerveux, pour beaucoup d'entre eux, ou en empêchant leur mue. Alors du coup, en empêchant leur mue, on tombe finalement sur le système endocrine de ces insectes, puisque la mue va être contrôlée d'une part par l'ecdysone, puisque ecdys c'est la mue, ou par l'hormone juvénile. Donc on peut également jouer finalement sur le système endocrinien des insectes en question. Les herbicides vont contrôler les plantes soit en inhibant la synthèse de leurs acides aminés, en particulier les acides aminés aromatiques, c'est le cas du glyphosate, en inhibant leur photosynthèse ou en reproduisant les effets du régulateur naturel de croissance. Alors là aussi, on tombe sur un système pseudo-endocrinien chez les plantes, puisqu'on parle toujours d'hormones végétales, mais évidemment, c'est un système endocrinien qui n'a vraiment strictement rien à voir avec celui des animaux. Et enfin, la dernière catégorie donc, que j'évoque ici, les fongicides, contrôlent les champignons, soit en inhibant leur synthèse de leurs acides aminés, un peu comme pour les plantes, et en interférant sur leur division cellulaire. Alors sur cette photo, alors je n'ai pas tout mis en vrac juste pour que vous n'y voyez rien, mais c'est les vrais pesticides donc que j'ai mis les structures. Et si vous avez en tête les structures, par exemple des stéroïdes sexuels ou des hormones thyroïdiennes ou d'un certain nombre d'hormones qui interagissent avec des récepteurs nucléaires, vous voyez que ça a quand même un air de famille. Alors un air de famille, oui pour beaucoup, sauf, vous voyez ici dans le coin, donc la plupart sont des hormones, des produits organiques, sauf une petite catégorie ici qui sont en fait non organiques, qui sont des sels, et pour de nombreux d'entre eux, des sels de métaux. Par exemple, ici, vous avez le CuSO4, donc sulfate de cuivre, qui est en fait la fameuse bouillie bordelaise, dont on dit que bon, ça ne craint rien, c'est bio, mais bon, on sait qu'un certain nombre de métaux agissent sur les récepteurs nucléaires et peuvent avoir un effet donc, de perturbateur endocrinien. Donc je serai moins affirmatif sur cette conclusion. Donc je crois qu'on peut prendre tout en compte. Alors par définition, les pesticides sont toxiques, on aura du mal à dire le contraire, mais pas forcément de manière suffisamment spécifique. Alors, de leur espèce cible, c'est-à-dire qu'évidemment, ils peuvent taper sur d'autres espèces que celles pour lesquelles ils étaient destinés, et aussi de par leur mécanisme d'action. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un produit qui est là pour empêcher la synthèse des acides aminés aromatiques chez les plantes et qui se trouve reconnaître un récepteur nucléaire ou autre, enfin généralement un récepteur nucléaire, chez les mammifères ou chez les vertébrés en général. Donc leur inclusion parmi les perturbateurs endocriniens dépend donc de leur mécanisme de toxicité, ça c'est important, et affectant un système endocrinien. Chez les espèces non ciblées, et que sont principalement l'homme et la faune sauvage essentiellement. Alors je crois que parmi les sujets de discorde à propos du fameux texte de juin dernier, 2016, de la Commission européenne, le problème que seulement l'homme ou trop spécifiquement l'homme était cité plutôt que l'ensemble des espèces, je pense que c'était un des cas de conflit. Alors l'évaluation du risque, en fait, donc, en gros, on peut écrire que le risque, c'est le danger, c'est-à-dire quel danger potentiel porte une molécule nouvelle, donc la toxicité maximum potentielle, affectée d'un facteur qui concerne l'exposition, c'est-à-dire les concentrations, la persistance dans l'environnement et les voies d'ingestion, la disponibilité, etc. Donc là, je me fais quand même le plaisir de mettre au moins une courbe qu'on a faite dans notre laboratoire dans le cadre d'un contrat européen qui s'appelait Food and Fecundity, donc c'était vraiment alimentation et fertilité, et où vous voyez ici la comparaison de deux hormones à activité, donc c'est in vivo, à l'activité utérotrophique, sur l'éthénylestradiol, qui est donc l'estradiol présent dans les pilules contraceptives, et le BPA dont il a été question tout à l'heure, bisphénol A, qui intervient donc dans la fabrication des plastiques. Et vous voyez qu'il y a un ratio d'activité d'environ 50 000 fois. Alors,
en général, les industriels ou les lobbies vont dire, vous voyez, la puissance du BPA est 50 000 fois inférieure à l'éthylèstradiol ou à l'estradiol. Donc, il n'y a pas de problème. Sauf que l'éthylèstradiol, c'est la production industrielle, c'est 1 tonne par an, et celle du BPA, c'est 3 millions de tonnes par an. Alors, ça ne suffit pas de dire ça, parce que si tout le BPA était vraiment complètement polymérisé et qu'il n'y avait pas de relargage, on pourrait dire, s'il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de risque. Mais évidemment, il y en a un. Et l'éthylèstradiol, je ne parle évidemment pas des femmes qui le prennent à titre contraceptif, mais de la population générale. Et si ça se trouve dans l'eau ou ailleurs, ça devient un perturbateur endocrinien. Donc, à ce moment-là, on a un ratio qui est énorme, mais là, le problème est de savoir quelles sont les expositions relatives des deux produits pour pouvoir les comparer. Alors, là, j'ai juste listé un certain nombre de questions qui ont à tout. Donc, je parie qu'il va être question au cours des futurs exposés, qui sont, d'une part, les fenêtres d'exposition. Donc, il est évident que les phases de développement fœtal et néonatal sont particulièrement sensibles. Le BPA en est un exemple aussi. Aussi, considérer aussi les expositions professionnelles par rapport à l'exposition générale. Dans le cas des pesticides, il est évident qu'un paysan qui épand ses champs avec des pesticides est beaucoup plus exposé que le consommateur en bout de chaîne. Mais ça n'empêche qu'il faut étudier les deux cas. Les effets cocktails. Alors, ma diapo de tout à l'heure avec toutes les structures mélangées, ça donne une idée un peu de l'effet cocktail. C'est qu'évidemment, on n'a pas qu'un seul perturbateur endocrinien à la fois. Et je pense que c'est un des aspects qui va être abordé par nos conférenciers. Et il y a des possibilités d'additivité, d'antagonisme et de synergie entre les produits, parce qu'ils peuvent aussi agir sur différentes étapes ou selon différents mécanismes, les uns par rapport aux autres, les mécanismes que j'ai présentés plus haut. Possibilité d'effets qui ne soient pas monotones, par exemple des courbes en U, ça je sais parce que j'ai lu les résumés qu'il allait en être question. Et donc là, je pense que, est-ce que c'est une propriété des perturbateurs endocriniens ? On nous le dira, mais moi j'ai plus l'impression, mais peut-être que je me trompe, que c'est plus une propriété du système endocrine qui, de par sa complexité, peut être stimulé d'un côté, inhibé de l'autre, d'abord stimulé, ensuite inhibé, etc. Je ne sais pas exactement, donc je ne suis pas spécialiste de cette question-là, et donc c'est avec beaucoup d'intérêt que je suivrai cet aspect-là. Et le reste aussi, bien sûr. Mais les essais in vivo, alors à mon avis, sont indispensables parce que si on se limite, vous avez vu que les mécanismes sont très différents, et si on se limite à des systèmes in vitro, on risque de ne cibler que les interactions avec le récepteur, par exemple, et donc il peut nous échapper les autres mécanismes. Donc l'intérêt des tests in vivo est évident, mais il faut savoir le faire avec le moins d'animaux possible, puisque comme vous le savez, on nous appelle, à juste titre, je pense, à diminuer l'utilisation des animaux de laboratoire. Et les espèces d'intérêt sont essentiellement l'homme et la faune sauvage, et bien évidemment, les études doivent concerner ces différents aspects. Alors pour finir, je voudrais faire juste une diapo de publicité, si j'ose dire. Au moment où on a été invité à participer à cette session interacadémique sur les perturbateurs endocriniens, une session sur les perturbateurs endocriniens et agriculture était dans les tuyaux à l'Académie d'agriculture. Donc on l'a simplement repoussé à plus tard pour profiter d'abord de tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui, donc à l'automne 2017. Et bien sûr, tous ceux qui sont intéressés sont cordialement invités et ce sera avec plaisir que nous les recevons. Je vous remercie de votre attention.